the great opportunity for reset. We believe is needed is a reset. C'est là où il faut aller parce que le monde d'avant, c'est terminé. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. This is a time for a great reset. Le grand ménage. Chers amis, chers ennemis, bonsoir, bonjour, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre grande série Le Grand Reset ou Le Grand Ménage, à l'initiative d'Alain Soral. Une émission spéciale ce soir sur le sujet de la santé. Donc ce sera santé et grand reset. Chers amis, tout d'abord, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2021 qui sera bien pire que l'année 2020. Donc attachez vos ceintures. Alain Soral, tous mes vœux. Merci d'être là une fois de plus pour cette émission. Est-ce que vous auriez l'amabilité pour nos amis spectateurs de nous dire quelques mots d'introduction sur cette thématique du grand reset et de la santé ? On a pris l'initiative d'aborder cette histoire de grand reset de manière globale, puisqu'en fait, il faut concevoir ça comme une totalité, avec des chapitres. Et vous vous souvenez que la dernière fois, on a brillamment commencé par l'aspect financier, qui, à mon avis, est l'origine de tout ça. C'est ce grand reset, on va dire, économico-financier, donc social, qui doit être justifié par d'autres moyens que les conséquences de l'inconséquence du capitalisme et du nouvel ordre mondial et de libéralisme mondialisé, etc. Et ça nous amène au deuxième volet, qui est le Big Pharma, la question du virus. Parce que pour justifier toutes les transformations économiques et sociales qu'on est en train de nous imposer, que nous vivons quotidiennement depuis des mois, il fallait trouver une justification qui soit, je dirais, méta-économique, méta-politique et méta-sociale. Et pour ça, ils avaient plusieurs options, d'ailleurs, qu'ils ont déjà utilisées. Comme on l'a dit, c'est l'option de lutte contre le terrorisme islamique et même le terrorisme tout court, ce qui permet, ce qu'on a déjà vu, le Patriot Act, c'est-à-dire déjà de restreindre les libertés individuelles, les libertés de circuler, d'augmenter la surveillance d'État. C'était la première étape. La deuxième étape qu'ils ont en réserve, on l'abordera aussi d'ailleurs, c'est l'histoire du réchauffement climatique anthropique, qui amène à une certaine obligation, soi-disant, de décroissance à cause de l'impact carbone. Donc aussi, c'est habiller d'écologie une crise économique qui, en réalité, on subit, nous, et qui, en fait, est aussi instrumentalisée par l'oligarchie, par ceux qui ont le pouvoir économique mondial. La troisième dimension, qui est, à mon avis, la plus perverse, et celle sur laquelle ils appuient le plus en ce moment, c'est effectivement la lutte contre la pandémie, puisque là, on est sur lutter contre un ennemi invisible, parce que infinitésimal, au vrai sens du terme, qui serait un virus, et même des virus, qui se répandraient sur le monde, et qui nécessiteraient, effectivement, tous les changements que nous vivons en ce moment. Alors, aujourd'hui, le sujet est évident, c'est quelle est la réalité de cette pandémie ? Quelle est la théorie mise en avant ? C'est la théorie virale pour justifier tout ce qui nous arrive en ce moment. Comment peut-on essayer d'analyser ce qui est acceptable, pas acceptable, vrai, pas vrai, manipulatoire ou réellement de l'ordre de la sécurité sanitaire ? Voilà, c'est le grand chapitre d'aujourd'hui. Et je crois, si je me rappelle bien de ce qu'on s'était dit, que celui qui va inaugurer cette première mise en place et mise à plat, ça va être notre camarade de la rédaction, Pierre, je crois, qui a spécifiquement travaillé sur la genèse de la question de la pandémie. C'est ça ? Oui, je vais en parler. Je vais faire des parallèles entre l'ingénierie du Covid-19 et l'ingénierie du sida, qui, à mon sens, est vraiment la matrice, quoi. Mais je vais y venir donc dans la première partie. Je vais juste donner, moi aussi, un petit mot d'introduction. Je pense que c'est fondamental, effectivement, de rappeler au plus grand nombre que le Great Reset arrive par Big Pharma, puisqu'on a bien vu que Big Pharma était le pourvoyeur de psychose dans cette ingénierie du Covid-19, et aussi que, dans le même temps, Big Pharma est central dans le dispositif qui est en train de se mettre en place, le dispositif de la société de demain, le dispositif du Great Reset. Parce que on sait très bien que cette société du Great Reset, cette société techno-sanitaire qui vient, en partie, elle va s'appuyer sur la peur, toujours, donc la psychose, la vaccination, qui est un volet important, le flicage sanitaire, les passeports verts, vous savez, et puis peut-être même aussi la question du transhumanisme dont on pourra débattre avec Xavier. Donc voilà, il faut bien faire comprendre cela au plus grand nombre, je pense. Un dernier mot d'introduction, si vous me le permettez. Je pense qu'on peut définir les termes. On utilise Big Pharma parce que c'est courant, c'est usuel, voilà, c'est plus pratique. Je pense qu'on peut définir Big Pharma précisément comme terminologie, comme l'alliance des cartels pharmaceutiques et des organisations mondialistes de la santé. Voilà, comme ça, je pense que c'est plus clair pour tout le monde.
Oui, c'est ce qu'on appelait, nous, le complexe pharmacochimique. Comme il y a un complexe militaro-industriel, un complexe agroalimentaire, ce sont des complexes mondialistes qui sont articulés les uns avec les autres, notamment au niveau de l'actionnariat. On voit bien que si on regarde toujours les montages financiers, ces gens sont tous actionnaires les uns des autres. Donc c'est pas, comment dirais-je, paranoïaque ou complétiste de penser qu'il y a une stratégie globale, parce que réellement, il y a une réalité globale. Et puis un autre exemple aussi qu'on peut évoquer, c'est l'imbrication de Bayer avec Monsanto. C'est-à-dire que là, on voit la jonction entre d'un côté le médicament et de l'autre côté l'alimentation, ou l'agro-industrie pour être plus exactement. Le poison d'un côté et le soin de l'autre, comme ce qui sont deux marchés imbriqués. Là, c'est le diabète. On est tout proche du vaccin, on a fait d'énormes progrès. Diabète, c'est machiavélique. D'un côté, on leur vend de la bouffe de merde qui les rend diabétiques, et de l'autre, on les soigne. On empoisonne et on soigne. On ne sait d'ailleurs pas quand est-ce qu'on soigne, quand est-ce qu'on empoisonne, mais en fait, tout ça constitue un énorme marché qui s'auto-génère en réalité. Oui, juste pour dire un mot là-dessus, pour que les gens comprennent bien de quoi on parle, le couple Bourguignon a l'habitude de dire que l'explication du trou de la Sécu, ou plus exactement des dépenses faramineuses en fait des Français en matière de santé, s'explique par la qualité de leur alimentation. Donc là, il y a vraiment, au-delà même de tout ce qu'on peut appeler conspirationnisme, etc., il y a des réalités, comme vous disiez Alain, d'imbrication de tout cela. D'ailleurs, c'est si vrai que, comme le disait le père de la médecine, que la seule médecine soit ton régime. Et là, on voit qu'il y a aussi l'utilisation de ce levier de la santé pour en fait contraindre les populations. Je renvoie les auditeurs à une vidéo qui a été donnée par M. Attali en 1979. J'étais pas encore de ce monde, que M. Attali en fait dévoilait déjà ses cartes où il expliquait que la santé serait en fait le grand levier pour la venue de ce monde nouveau. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Mais on peut peut-être revenir à cette matrice qu'évoquait Pierre tout à l'heure, ce template, ce modèle, le modèle SIDA, qui va servir finalement de fondation à la deuxième couche, que sera cette pandémie, ce virus imaginaire. Pierre ? Dernière petite remarque, n'oublions pas qu'on parle du terrorisme, qu'on parle du réchauffement climatique ou qu'on parle du virus, dans les trois cas, c'est sans frontières, c'est mondial. C'est que ces trois stratégies sont mondialistes en soi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir de frontières pour le virus, pour le climat ou pour le terrorisme. Donc tout ça est mondialiste par essence, de manière très intelligente et parce que indirecte. Avant que je prenne la parole, peut-être que notre camarade Xavier veut dire un mot d'introduction. Oui, pour introduire et pour faire justement une passerelle entre la précédente problématique, qui était celle de l'économie, et celle que tu vas aborder, qui est le parallèle entre le Covid-19 et la question du VIH-Sida, dont l'articulation est une problématique centrale. Et en fait, le Covid-19 n'étant jamais que la généralisation du système du VIH-Sida à l'ensemble de la population. Et donc, pour lier cette problématique-là à la problématique économique, je voudrais insister sur un concept central et qui, je le vois dans les commentaires, dans les vidéos sur Internet, n'a pas été bien compris. C'est-à-dire que beaucoup de gens imaginent que le programme malthusien, qui est le Great Reset, génocidaire, diraient certains, ce programme va passer par soit le virus, soit par la vaccination. Or, à mon avis, ces deux vecteurs ne sont pas les deux premiers gros vecteurs de dépopulation, puisque la dépopulation est une réalité. On y reviendra dans la partie consacrée à l'écologie, puisque ces gens-là ont évalué la capacité de la planète à 1 milliard d'habitants. Et donc, ce qui est visé dans le Great Reset, c'est le concept de rupture de la chaîne de valeur. Alors, la chaîne de valeur, qu'est-ce que c'est ? C'est le fameux slogan « faire fabriquer à des esclaves pour vendre à des chômeurs », mais c'est aussi le fait que quand vous avez un objet, toutes les pièces viennent d'endroits différents. Donc ça, c'est la mondialisation. Et tout le monde est d'accord pour dire que cette chaîne de valeur pose problème. Mais la question, c'est pas de la régler rationnellement par le souverainisme, c'est de la régler par une régionalisation de la mondialisation qu'on voit déjà dans les structures des grandes entreprises, du Big Pharma, des banques, etc., qui est la question des zones. Nous sommes la zone Europe,
Moyen-Orient, Afrique. Dans tous les organigrammes des grandes sociétés multinationales, on trouve ce zonage-là, donc qui est le nouveau zonage du Great Reset, et cela implique de casser la chaîne de valeur, d'où le confinement. Le confinement imposé n'est pas sanitaire, il a pour but de casser la chaîne de valeur, donc de casser cette énorme machine. Mais c'est pas un reset. Si vous voulez, cette machine-là, c'est pas vous appuyez sur un bouton et vous la redémarrez d'une autre façon. C'est-à-dire qu'ils sont en train de casser quelque chose qui s'est généré pendant des décennies et qui pourrait être réglé par des mesures protectionnistes simples. Et j'en arrive justement aux problématiques de santé, qui est, dans cette rupture de la chaîne de valeur, la destruction de la chaîne d'approvisionnement mondial des produits agricoles, et qui est un facteur de dépopulation très important, puisqu'avec le confinement, les pays exportateurs, en cas de confinement aggravé, comme on nous l'annonce, c'est-à-dire sur plusieurs mois en 2021, les pays exportateurs, qui sont essentiellement les pays du Nord de produits agricoles, ne vont plus pouvoir exporter dans le Sud. Or, nous avons des populations en croissance démographique exponentielle qui dépendent intégralement des exportations agricoles des pays du Nord. On pense par exemple à l'Égypte, qui est passée de 20 millions à plus de 100 millions d'habitants et qui vit du tourisme, donc là il n'y a plus de tourisme, qui dépend des exportations des pays du Nord pour son alimentation et des envois de fonds de leurs immigrés. Et donc cette déstructuration de la chaîne d'approvisionnement des produits agricoles va créer une famine en vérité, une famine très importante dans le tiers-monde et accessoirement une vague d'immigration que nous serons obligés d'accueillir au titre des réfugiés, soit sanitaires, soit alimentaires, etc. Et donc là, on est au cœur du programme, ce programme de métissage parfaitement décrit par Koudenov-Kalergi. Alors, je reviens, ça c'est très intéressant aussi. En lisant le Great Reset, j'ai vraiment pensé à cette novlangue orwellienne qu'on voit systématiquement. Par exemple, un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un plan de licenciement. Monsieur déconfinement, donc Jean Castex, en fait, c'est Monsieur reconfinement. Et quand j'ai vu Black Lives Matter, je me suis dit, c'est intéressant parce que si on applique à cette novlangue orwellienne, ça veut dire les Noirs doivent crever, quoi. Et je pense que ça, c'est un facteur assez central du Great Reset qu'il faut comprendre, donc que ce n'est pas le vaccin ni le virus qui sont le vecteur de la dépopulation, mais bien cette déstructuration de la chaîne d'approvisionnement mondial des produits agricoles. Et je précise que la surnatalité africaine, qui préoccupe toute personne qui effectivement s'intéresse à la démographie, il y a déjà eu une tentative de régler ce problème par la question justement du VIH-Sida, où on nous a expliqué quand on était petit que dans des pays d'Afrique, 70% de la population avait le VIH-Sida, qui étaient des chiffres gonflés, comme l'a dit l'OMS en 2008, et le but était précisément de vendre la capote aux Africains pour juguler cette croissance démographique. Et donc là, Pierre, je t'offre une transition avec la question du VIH-Sida. Oui, et la logique en novlangue, la logique que tu décris, c'est la logique disruptive, hein, c'est le terme qu'ils utilisent pour parler de cette rupture de la chaîne dont tu parles. Hein, cette rupture de la chaîne qui, en termes concrets, finalement, représente la fin de la mondialisation heureuse, chère à Alain Minck, comme vous le savez. Donc on va entrer dans le vif du sujet sur le modèle de l'ingénierie du sida, hein, que je pense vraiment être le modèle de la fausse pandémie de Covid-19. Déjà, il y a des parallèles troublants et j'ai envie de dire marrants au niveau des schémas narratifs. Moi j'en ai listé 5, parallèles troublants entre sida et le Covid-19 au niveau de la narration. Le premier, c'est le postulat. L'ingénierie du sida repose sur le postulat qu'il y a un lien de causalité entre le VIH et le sida. Le VIH, le virus immunodéficient humain, et le sida qui est le syndrome d'immunodéficience active. Ça, c'est le postulat qui a été imposé totalitairement à la recherche mondiale. C'est un postulat qui a été théorisé par Robert Gallo. Mais c'est une théorie, ce n'est qu'une théorie. Et pourtant, c'est vraiment ce qui dessine et ce sur quoi se fonde l'architecture mondiale au niveau de la recherche et de la santé. Et dans le cadre du Covid-19, c'est exactement la même chose. On nous dit que le virus du Covid-19 est responsable des morts de l'année 2020. Quand on s'intéresse, ne serait-ce que l'argument de la comorbidité vient tout de suite calciner cette rhétorique, si je puis dire. Et pourtant, c'est ce qu'on nous vend. Et je rappelle que l'ingénierie du sida a duré 40 ans. Donc je pense qu'il faut quand même se méfier de ce qu'on est en train de nous vendre. Deuxième parallèle troublant dans les schémas narratifs, les origines. Si vous vous souvenez, au niveau du sida, les origines venaient d'Afrique. C'était la théorie des singes verts.
La théorie des singes verts d'Afrique. Bon, dans le Covid-19, dans la narration du Covid-19, ce sont les pangolins d'Asie. Il y a quand même ce parallèle aussi, pareil, troublant. Troisième fait, la théorie interdite. Alors ce que j'appelle la théorie interdite, c'est la théorie de la création en laboratoire. Il faut savoir que la théorie de la création en laboratoire du sida a été partagée par d'éminentes personnalités depuis 40 ans. Même une prix Nobel de la paix d'ailleurs africaine l'avait affirmé avant de se faire tirer les oreilles assez fortement et de se rétracter. Et évidemment, dans le cas du Covid-19, la théorie de la création en laboratoire est interdite par les médias, diabolisée, sauf à la remettre sur le dos des Chinois, c'est encore autre chose. Mais quand Luc Montagnier, qui lui vient de la matrice du sida, parce que c'est le chercheur français qui a isolé le VIH, mais qui n'a pas conclu un lien de causalité entre le VIH et le sida, quand Luc Montagnier nous dit « il y a dans le Covid-19 de l'ADN de VIH », il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Moi je ne sais pas. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est-à-dire qu'on aurait injecté en laboratoire de l'ADN de VIH dans le génome du coronavirus 2, évidemment, là, c'est l'esclandre, et là, on est dans la zone interdite à ce moment-là. Vous êtes certain de ça? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine, finalement, et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques, quand même. Quatrième fait troublant, parallèle troublant, c'est la solution. Évidemment, avec le sida, quelle a été la solution? Le préservatif. Ça a été la seule solution, le préservatif et la psychose sociale qui a perturbé des générations entières au niveau affectif et sexuel. Et bien avec le Covid-19, vous le savez, qu'est-ce qu'on nous vend? C'est pas le préservatif, c'est le masque. C'est le masque et la distanciation sociale. Et le rester chez vous et la peur sociale. Donc voilà, Big Pharma n'a qu'à nous vendre ce genre de solution. Et cinquième fait troublant au niveau de la narration, c'est la logique qui sous-tend tous ces événements. C'est une logique que j'appelle de cavalerie. C'est la logique de la levée de fonds. Levée de fonds pour la recherche, c'est une logique spéculative qui consiste finalement à lever des fonds pour attendre le vaccin qui n'arrive jamais. Évidemment, c'est ce que tu disais Xavier précédemment, c'est-à-dire le génocide ne viendra pas du vaccin, puisque la logique c'est de nous vendre des études, des recherches, des tests, des expérimentations, ad vitam aeternam. Mais la solution vaccinale ou autre n'adviendra jamais. Donc cette logique spéculative, dans cette logique, on attend, on teste, on expérimente, on vend, on achète, on vend, vous connaissez. Voilà. Donc la lutte éternelle contre le sida a duré 40 ans, des années 80, donc de 1980 à 2020. Elle passe le relais, là on peut parler peut-être d'une mutation, c'est pas une mutation du virus, mais il y a une mutation de la narration oligarchique. Elle passe le relais au Covid-19, donc le Covid-19 à cet égard représente certainement une extension, un recyclage, une accélération dans le processus oligarchique. Et d'ailleurs on sent bien que le sida arrivait en bout de course. C'est l'ingénierie du sida et la bulle spéculative du sida arrivait au bout du bout, on avait vraiment tiré sur la corde et il était temps de renouveler ça. Et c'est pour ça que le deuxième point que je veux aborder, c'est la question des acteurs, est très intéressant puisque non seulement les schémas narratifs se recyclent, mais les acteurs se recyclent. Car les acteurs à la manœuvre dans l'ingénierie du Covid-19 sont principalement les mêmes acteurs que ceux qui étaient à la manœuvre dans l'ingénierie du sida. C'est-à-dire qu'il faut bien faire comprendre, je pense, au plus grand nombre que c'est la même équipe. Toutes les personnalités déterminantes dans le Covid-19 viennent de la matrice sida. On va pouvoir donner des noms, je les ai listés. Alors déjà, il y a deux volets. Je pense qu'il y a deux volets qu'il faut aborder. Il y a le volet américain et le volet français. Alors on voit que dans le volet américain, c'est plus intelligent que le volet français quelque part, puisque le volet américain utilise des hommes de paille. C'est-à-dire que Big Pharma utilise des hommes de paille pour se masquer, pour se camoufler, c'est un peu des façades, et quand on creuse et quand on fait le travail jusqu'au bout, on se rend compte que derrière ces hommes de paille et derrière Big Pharma, on retrouve les grandes puissances, à savoir, les grandes puissances oligarchiques, que sont le complexe militaro-industriel et la grande finance, dont on a parlé la dernière fois avec BlackRock notamment, et dont on va reparler évidemment tout au long de ces émissions. Alors que dans le volet français, on a là un pouvoir communautaire beaucoup plus visible, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'écrans de fumée. Dans le volet français, on voit vraiment qu'il y a un pouvoir au cœur de la structure française, de la superstructure française. Et pour parler concrètement, ce sont les réseaux de l'INSERM
et les réseaux de l'Institut Pasteur, principalement, qui sont à la manœuvre dans ces deux affaires, du sida et du Covid-19. C'est-à-dire que le sida, pendant des années, a été vraiment un fromage pour ces réseaux-là. Ça a été une poule aux œufs d'or pour ces réseaux-là. C'était la poule aux œufs d'or des maladies infectieuses. Et je pense que les réseaux de l'INSERM et les réseaux de l'Institut Pasteur se sont gavés pendant des années, gavés de financement public. Et je pense qu'ils veulent continuer la manipulation avec le Covid-19. Alors je peux donner des noms succinctement pour que ça soit encore plus clair. Quand on parle des hommes de paille américains, au premier rang, on peut citer Anthony Fauci. Anthony Fauci, tout le monde le sait, c'était un chien de garde de la théorie officielle du sida pendant des années. C'est lui qui a popularisé internationalement la thèse de Robert Gallo, à savoir le lien de causalité entre le VIH et le sida. In just a few short years from the recognition that this disease exists, scientists have been able to identify and isolate the underlying cause or etiologic agent. And AIDS is caused by HTLV3. Et c'est lui qu'on retrouve là en 2020 en tant que directeur et porte-parole de la Task Force Covid-19 de la Maison-Blanche. Donc on peut fortement imaginer qu'il a été mis dans les pattes de Donald Trump, évidemment. Et donc c'est lui qui a annoncé 55 millions de morts aux États-Unis. C'est lui qui a préconisé au niveau international des mesures autoritaires, le confinement, etc. Et qui a, comme tous les autres, diabolisé le protocole Raoult. And the scientific data, the cumulative data on trials, clinical trials that were valid, namely clinical trials that were randomized and controlled in the proper way, all of those trials show consistently that hydroxychloroquine is not effective in the treatment of coronavirus disease or COVID-19. Et Fauci, que ce soit dans le cadre du sida ou du Covid-19, Fauci a toujours été un turiféraire de la vaccination mondiale. De la vaccination mondiale, même préventive dans le cadre du sida. Given the fact that we now have the virus in our hands, it is quite possible, in fact it's invariable, that we will develop a vaccine for AIDS. The question that remains to be answered is, will that vaccine be effective in protecting individuals against infection with the virus? And we don't know that, but that's exactly where much of the research is going on at the present time. Fauci, il faut savoir qu'on le retrouve aussi dans l'affaire de l'AZT. L'affaire du AZT, qui est un gros scandale sanitaire qui a causé énormément de dégâts au niveau de l'histoire du sida. Voilà, je vous encourage à creuser. Fauci, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il est totalement intégré au nouvel ordre mondial. Il n'y a qu'à ressortir la photo que Xavier connaît bien, la photo où il est côte à côte avec George Soros, un fils Rockefeller, Ted Turner, que les climato-sceptiques connaissent bien, et le père de Bill Gates. Ce qui nous amène à ce deuxième personnage américain de premier plan qui fait la passerelle entre l'ingénierie du sida et l'ingénierie du Covid-19, c'est évidemment Bill Gates. Alors Bill Gates, on en a parlé depuis des mois, tout le monde en parle. Bon, il faut quand même faire le travail, dire qui est Bill Gates. Xavier pourra vraiment nous en parler en complément, notamment dans ses liens avec l'affaire Epstein. Mais Bill Gates, à mon sens, je pense que c'est un peu le premier Zuckerberg. Je pense que c'est quelqu'un qui a été recruté par le complexe militaro-industriel quand il était très jeune, étudiant, peut-être à Harvard, recruté par IBM. Il y a des liens historiques entre IBM et la NSA, je pense que c'est des choses très intéressantes à creuser, et qui est pris en main aussi par la finance mondiale et par Wall Street via Warren Buffett. Là, voilà, je vous encourage encore à creuser. Bill Gates, évidemment, très très investi dans la lutte contre le sida, promoteur de la vaccination via l'OMS, via Gavi, via le Fonds mondial de lutte contre le sida, via ONU-SIDA, United, la Fondation Clinton, l'International AIDS Society, enfin bref, on pourrait en énumérer des dizaines. Et ben, c'est aussi Bill Gates, comme vous le savez, qui est le principal pourvoyeur de psychose dans l'ingénierie du Covid-19 via l'OMS et via l'université Johns Hopkins. C'était l'université Johns Hopkins qui fournissait des chiffres, des données, des statistiques pour nous assommer du nombre de morts, etc., etc. Bon, Bill Gates, évidemment, comme tous les autres, grand turiféraire de la vaccination mondiale, de la gouvernance mondiale, et puis, là on y vient, du puçage par implant qui pour lui permettrait la mise en circulation de certificats numériques. Donc on voit vraiment avec les passeports verts, les passeports sanitaires qu'on va dans cette direction. Ça c'est le projet ID 2020 pour être complet sur la question. Voilà, donc là on dessine cette société de surveillance du Great Reset. On voit bien que les liens sont faits. Un troisième personnage américain qu'on retrouve dans l'ingénierie du sida et du Covid-19 qui est très peu souvent cité, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est Donald Rumsfeld.
Donald Rumsfeld, vous le connaissez, c'est un néocon historique. C'est l'homme du Pentagone, c'est l'ancien secrétaire de la défense du président Ford et du président évidemment George W. Bush. Donald Rumsfeld était l'ancien dirigeant de Gilead. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et de sources presque sûres, on peut penser que Donald Rumsfeld est encore un grand actionnaire de Gilead. Voilà, donc Gilead qui était très investi dans la lutte contre le sida au niveau de, pas forcément des vaccins, mais au niveau des médicaments. Et Donald Rumsfeld qui a été l'instigateur dès 2005 d'un plan de confinement national. Alors en 2005, c'était en cas d'attaque bioterroriste. Eh bien, c'est ce plan, donc au sein de l'administration Bush, c'est ce plan qui a été adopté par Richard Hatchett, dont Xavier a parlé dans son dossier sur le Rite Reset. Richard Hatchett, c'est le directeur de la CEPI, qui est une émanation du Forum de Davos. Voilà, c'est une émanation du Forum de Davos qui fait le lien entre les gouvernements et les multinationales de la vaccination. Et donc c'est ce plan qui a été conseillé, ce plan finalement néocon, qui a été conseillé aux dirigeants occidentaux et je pense qu'il a été susurré à l'oreille d'Emmanuel Macron dès mars 2020. Quand Macron nous a dit « nous sommes en guerre », en fait c'était Donald Rumsfeld qui parlait. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Voilà, je pense que ça, c'est pareil, c'est intéressant à dire. Et donc la passerelle entre le complexe militaro-industriel donc de Rumsfeld, qui est vraiment l'homme du Pentagone, et Big Pharma, là pour moi, elle est évidente et elle est encore une fois à rappeler. Maintenant, je vous donne 4 noms français pour être complet sur la question. Alors, 4 noms français qu'on retrouve évidemment dans l'ingénierie du sida et dans l'ingénierie du Covid-19 à la manœuvre. Le premier, Françoise Barré-Sinoussi. Françoise Barré-Sinoussi, c'est l'égérie de l'Institut Pasteur dans le cadre de la découverte du VIH avec Luc Montagnier. Elle a reçu le prix Nobel de médecine en 2008, a posteriori, pour récompenser son isolation, son observation du VIH. Encore une fois, isolation, observation ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité entre le VIH et le sida. Françoise Barré-Sinoussi, elle est liée donc à l'Institut Pasteur, mais elle est liée à l'INSERM, les réseaux dont je vous parle, et surtout c'est la présidente du SIDAction. Elle a succédé à Pierre Berger à la tête du SIDAction. Je pense que c'est intéressant de dessiner toute cette architecture. Ne me demandez pas quand nous aurons un vaccin, nous ne savons pas, mais la stratégie en tous les cas qui est utilisée aujourd'hui par les chercheurs est sur la bonne voie. Eh bien, Françoise Barré-Sinoussi, elle a été nommée par Emmanuel Macron à la tête du CARE, au début de la crise. Le CARE, qui est un organe de conseil gouvernemental qui a été créé de nulle part, comme d'autres, comme le conseil scientifique, et puis comme le conseil vaccinal d'Alain Fischer, le conseil de la vaccination. Tout ça, ça a été des conseils créés de toutes pièces à la dernière minute et imposés, j'ai envie de dire, à Macron pour éviter que Macron se tourne vers le professeur Raoult et l'IHU de Marseille. C'est quand même ça le fond du sujet. Et donc Françoise Barré-Sinoussi, elle a été nommée à la tête du CARE pour conseiller le président et le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Qu'est-ce qu'elle a fait à la tête du CARE? Absolument rien. Elle n'a absolument rien produit, à part jouer la montre, être attentiste et attaquer le professeur Raoult. Voilà. Ça se limite à ça. Deuxième personnalité majeure au niveau du volet français, sida, Covid-19, Yves Lévy. Yves Lévy, c'est pas seulement le mari d'Agnès Buzyn. Yves Lévy, c'était un grand spécialiste de l'infection par le VIH, cette fameuse infection par le VIH qui n'a jamais été prouvée. Professeur Lévy, vous qui dirigez la recherche sur le vaccin en France, on va vite le trouver, ce vaccin-là. C'est à portée de main, non? Non, c'est pas à portée de main. Si vous vous rappelez ce qu'on disait en 85, on disait le vaccin dans 3-4 ans, etc. Donc je crois qu'on ne peut pas dire ça. Il faut dire qu'on a fait des progrès. Il faut en même temps dire que la recherche est extrêmement difficile, elle sera très longue. Donc Yves Lévy, pendant des années et des années, il s'est bien gavé sur la question, beaucoup de financement public, doyen d'université, etc., professeur d'université. Yves Lévy, président de l'INSERM, comme vous le savez. Yves Lévy qui était aussi trésorier du SIDAction. Et oui, trésorier du SIDAction, où il était, à l'époque Pierre Berger, où il était à ce moment-là en présence de Françoise Barré-Sinoussi. Voilà, ils étaient tous les deux au niveau de la trésorerie du SIDAction. Yves Lévy, il est impliqué dans la lutte contre le Covid-19 par 4 biais.
Premièrement, parce qu'il est impliqué dans une guerre à mort contre l'IHU de Marseille, du professeur Raoult, depuis le début, qu'il voit comme un concurrent, finalement un concurrent, parce que l'IHU de Marseille fait de l'ombre à l'INSERM, fait de l'ombre à l'Institut Pasteur, il leur pique des subventions publiques. Et puis aussi, il les décrédibilise, parce qu'on peut fortement supposer que l'IHU de Marseille et le professeur Raoult sont beaucoup plus sérieux sur la question des maladies infectieuses que l'INSERM et l'Institut Pasteur, en tout cas quand on voit ce qu'ils sont devenus et dans les mains de qui ils sont. Donc, Yves Lévy impliqué à cet égard, impliqué parce qu'il était conseiller d'État en service extraordinaire jusqu'en mai 2020, Yves Lévy, donc sur la question du Covid. C'est évidemment le mari d'Agnès Buzyn qui, elle, était ministre de la Santé, comme vous le savez, jusqu'à février 2020, donc il est quand même impliqué par ce biais-là aussi. Et Yves Lévy, rappelons-le, en tant que président de l'INSERM, il a participé au financement du laboratoire P4 de Wuhan. Donc là, c'est pareil, il y a quand même quelque chose, des informations à rappeler au plus grand nombre. Troisième personnalité française qui nous vient du monde du sida et qui gère, le Covid-19, c'est Karine Lacombe. La fameuse Karine Lacombe, eh ben oui, Karine Lacombe, c'est une experte du sida. Elle a été experte internationale auprès de l'OMS, d'UNITAID, d'ONU-SIDA et de l'International AIDS Society, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un organisme international financé par Soros, Bill Gates, enfin bon bref, tous les mondialistes que vous voulez. Karine Lacombe qui vient de l'APHP, donc l'APHP c'est Martin Hirsch, donc voilà, et dont les mentors sont Delfrécy, et aussi Bernard Kouchner, puisque Karine Lacombe est une grande adepte de l'humanitaire, elle a beaucoup voyagé en Afrique. Donc je pense que là, on pourra faire quelques commentaires sur certains de ses penchants. Voilà, donc elle a beaucoup voyagé en Afrique pour le compte de l'ONG de Bernard Kouchner, qui est Médecins sans frontières, évidemment. Karine Lacombe, égérie médiatique, qui n'a rien produit sur la question du Covid-19, à part toujours attaquer le professeur Raoult. Le problème que posent les études du professeur Raoult, c'est qu'elles ont été construites à l'envers. Autant en prévention de l'infection que chez les patients qui sont sévèrement atteints, c'est-à-dire hospitalisés, la chloroquine ne marche pas. C'est une chaîne de garde de Big Pharma, finalement, et des réseaux communautaires français. Et on sait très bien qu'elle est en conflit d'intérêts majeur avec Big Pharma, puisqu'elle a touché pour plus de 200 000 € de subventions diverses et variées, et directes et indirectes, en 10 ans. Et je crois qu'elle a même touché plus de 20 000 € directement de Gilead. Voilà, je pense que c'est toujours intéressant de faire cette synthèse. Et quatrième personnalité qu'on retrouve donc à la manœuvre entre le sida et le Covid-19, c'est Jean-François Delfrécy. Jean-François Delfrécy qui vient lui aussi des réseaux de l'INSERM, qui était un spécialiste lui aussi du sida, comme dirait Dieudonné, un spécialiste de ce qu'on ne connaît pas. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de vaccin alors qu'il y a des levées de fonds très importantes? Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Alors d'abord, les levées de fonds ne sont pas si importantes que ça. Elles sont nécessaires. On a besoin d'argent pour le vaccin, pourtant, y compris le maintenant. SIDAction amène énormément de fonds. Ça représente très peu de choses. Jean-François Delfrécy, il a été nommé par Jérôme Salomon, dont on pourra parler tout à l'heure, à la tête du fameux conseil scientifique tombé de nulle part. Et donc de ce conseil scientifique, Xavier pourra nous en parler, qui n'avait pas grand-chose de scientifique et dans lequel on retrouve quand même pas mal de personnalités en lien avec Big Pharma aussi. Donc Jean-François Delfrécy, qui est un ennemi de Raoult, parce que je pense qu'il a été envoyé en tant qu'homme de l'INSERM au sein de l'IHU de Marseille, et je pense que ça s'est mal passé avec Raoult pour ces raisons-là. Et Jean-François Delfrécy, qui n'a absolument rien fait à la tête du conseil scientifique, à part attendre le vaccin, jouer la montre lui aussi, et discréditer la solution de l'hydroxychloroquine du professeur Raoult. Et puis évidemment, il y a le fameux essai Discovery, qui était un fiasco, et qui n'était rien d'autre qu'une espèce de mise en marché et de propagande des médicaments de Gilead. Voilà, donc je pense que là, on a dessiné un panel assez intéressant, on a donné des noms, on a une architecture. Voilà, on a d'un côté les Américains, de l'autre les Français. Et je pense que ça peut donner à réfléchir à nos camarades et à notre public. Pierre, merci beaucoup pour ce tour d'horizon du template SIDA qui nous amène vers le Covid-19, vers la pandémie. Des réactions, Alain Soral ? Oui, alors évidemment, la grosse question qui se pose, c'est quelle est la réalité de la théorie officielle de dire qu'un virus génère une pathologie qu'on peut soigner par un vaccin. On n'a pas besoin de rentrer, je dirais, dans un débat médical très poussé. La preuve que cette théorie est un mensonge se prouve par la simple chronologie. C'est qu'en réalité, le vaccin est prévu avant le virus. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'il y a quelque chose de louche, notamment pour le Covid. C'est que le projet de destruction de l'économie et le projet d'un espèce de vaccin qui est en réalité de la thérapie génique
était programmé par le Nouvel Ordre mondial dans des écrits qui sont datés bien avant l'apparition du Covid. Et ça, c'est une bonne manière, par les rapports de cause à effet, par la chronologie, c'est que normalement la cause doit être avant les faits, hein, de montrer que, sans rentrer même dans un débat très profond sur qu'est-ce que c'est que la réalité du virus, est-ce qu'on maîtrise vraiment bien cet infiniment petit qu'est le virus, parce qu'on pourra rappeler que le microbe, ça se voit, la bactérie, ça se voit moins, et en fait le virus, ça se voit pas. C'est qu'à chaque fois, il faut des microscopes de plus en plus puissants, et on est dans des réalités de plus en plus inatteignables. Donc on n'est même pas sûr en réalité de la théorie officielle du virus. Il y a un débat, c'est la thèse pasteurienne contre les autres, mais sans même avoir besoin de rentrer dans ce débat où on pourrait parler de virus, d'exosomes, de parasites, c'est pas reproductif, etc. Parce que là, quand on n'est pas médecin, on peut vite se faire soi-disant rabrouer. Le meilleur moyen de démontrer que tout ça pue, c'est que le projet de destruction de l'économie par un confinement, la volonté de puçage pour un contrôle par le big tech, etc., des populations, a été proposé par le Nouvel Ordre mondial et a été planifié avant même cette apparition du virus, qu'on peut quand même dater. Ça, par exemple, Xavier avait fait toute une chronologie dans Faits et Documents, qui à un moment donné arrive à Wuhan par une histoire de pangolin, de chauve-souris, etc. Hein, et quand l'effet arrive avant la cause, on peut quand même se dire qu'il y a quelque chose de faux dans la narration, hein, et qu'il y a une faille dans la logique. Et ça, je pense que c'est le meilleur moyen d'aborder la question pour ne pas se laisser piéger dans un débat technique et médical sur le virus, le rétrovirus, etc., etc. Parce que dans le sida, on était dans cette question-là. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce rétrovirus, la baisse des défenses immunitaires et des maladies générées par la baisse de défense immunitaire? On sait que, d'ailleurs, pour refaire une parenthèse là-dessus, c'était la thèse de Gallo. Et en fait, cette thèse de Gallo, il l'a reprise de sa thèse qui est tombée à l'eau sur l'origine virale du cancer. En fait, il avait d'énormes budgets pour expliquer que le cancer venait d'un virus et qu'on pouvait donc avoir un vaccin du cancer. Et comme ça ne donnait rien et qu'il voulait renouveler ses lignes de crédit, il s'est jeté en fait sur la question du sida pour recoller son schéma faux du cancer sur le sida. The probable cause of AIDS has been found, a variant of a known human cancer virus called HTLV-3. With HTLV-3, Gallo's White Elephant Virus program made the jump from the cause of cancer to become the cause of AIDS and the target of billions of dollars in research funds. Donc en fait, on a quand même une projection d'un schéma faux sur autre chose pour maintenir quoi? De l'argent et du crédit. Donc déjà, rien que quand on fait de la chronologie, sans même faire de la médecine, on voit déjà qu'il y a beaucoup de choses qui démontrent que ça pue d'un point de vue de la construction. Et là, je pense que Xavier pourrait nous éclairer encore un peu plus, que c'est le roi de la chronologie, le Xavier. Tout simplement, sans même passer par des documents secrets ou de fondations obscures. J'invite juste les auditeurs à aller sur le site de la Commission européenne et vous trouvez un plan qui a été établi en mai 2019. Donc personne n'avait jamais entendu parler de pandémie de coronavirus, en mai 2019, où il est écrit que la période 2019-2021 doit être celle de la mise en place du passeport vaccinal, qui est en fait la mise en place de l'identité numérique. En fait, tout ça est lié. Oui, en fait, on peut parler de la question sanitaire comme d'une sorte d'adjuvant, de vecteur d'autres agendas. Comme je le disais tout à l'heure, rappelant les paroles de Jacques Attali, c'est-à-dire que la question sanitaire, c'est une question à laquelle les gens sont très sensibles, les populations sont très sensibles, c'est d'ailleurs pourquoi on a vu une telle discipline dans le monde entier sur cette question du masque, des distanciations antisociales, des confinements et des couvre-feux. C'est parce que les gens sont très sensibles, très apeurés, même on peut parler de peur, sur la question sanitaire, et l'oligarchie le sait bien, et elle s'est servie de ça comme d'un adjuvant, comme on parle d'adjuvant dans les vaccins, pour injecter son agenda, en fait, à la fois politique et économique. Alain Soral. Petite remarque presque gênante, il y a quand même un gros tropisme communautaire sur toute cette affaire. Hein. On voit, ce qui est très étonnant, par exemple, quand je vois le fils Enthoven s'énerver contre Raoult. J'appelle charlatan un type qui se prend pour un devin, qui prédit en février la fin d'une pandémie alors qu'il y connaît rien, qui vend une molécule qui ne marche pas, qui marche autant qu'une pastille Valda. C'est que Raoult est quand même un spécialiste du sujet et produit des analyses qui sont assez structurées. Hein. Et on a un autre qui a eu un diplôme de philosophie et qui lui rentre dans la gueule avec une violence extrême alors qu'on ne comprend ni sur quelle pertinence, sur quel savoir il s'appuie, ni pourquoi lui et souvent les gens de sa communauté sont aussi motivés pour nous vacciner à tout prix. Et dites aux mômes et à leurs familles, venez vous faire vacciner et vous pouvez rejouer au foot. Si vous voulez rejouer au foot, si vous voulez faire du sport,
venez vous faire vacciner. Normalement, il devrait être réparti de manière... il devrait rentrer dans la catégorie de la loi faible des grands nombres, hein, en gros, et il devrait y en avoir autant qui soient pour que contre. Et alors là, il y a quand même quelque chose de bizarre, c'est que les membres de cette communauté sont majoritairement et très de façon très militante pour la vaccination générale. Israël sera immunisé en mars. Alors, il y a un chiffre pour confirmer ce que vous dites, Alain, c'est que l'État d'Israël est de très loin en tête sur les vaccinations rapportées à sa population. L'État d'Israël a déjà vacciné près d'1 million de personnes, c'est-à-dire à peu près autant que l'Angleterre, alors qu'évidemment, ils sont beaucoup moins nombreux. Donc, ramené à sa population, il est le champion, toute catégorie, et très très loin devant le deuxième en matière de vaccination. Alors, est-ce que c'est vraiment des vaccins ? Ouais, c'est la vraie question qu'il faut se poser, c'est quel vaccin aussi, hein. Voilà, quel vaccin ? Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'ils sont très, très impliqués là-dedans. On l'a même vu pour les élus, que ce soit Netanyahou, qui a été, je crois, parmi les premiers à se faire vacciner, aussi bien que par le député des Français de l'étranger et militant du Bétar, Meir Habib, qui lui aussi a été parmi les premiers à se faire vacciner. Donc là, c'est vrai qu'il y a une campagne qui est très très communautaire en faveur de la vaccination. Xavier ? D'ailleurs, il y a eu une polémique parce qu'il n'y avait pas droit, en fait. C'était au-dessus de 60 ans et lui, il avait 59 ans. Donc il y a eu une petite polémique en Israël là-dessus. Non, je voudrais revenir sur un point, sur le professeur Raoult, que les gens n'ont pas bien saisi. C'est-à-dire, les gens ont pensé, bon, Raoult, c'est un type, il arrive avec son truc, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre ? C'est pas ça la question. La question, c'est que l'État a déversé des millions pour qu'on ait un centre opérationnel en cas de pandémie. Ce centre sur lequel des millions ont été déversés, c'est l'IHU Marseille Infection, l'IHU de Didier Raoult. C'est-à-dire que l'État français a mis des millions sur Didier Raoult pour lui construire un hôpital flambant neuf au cœur de Marseille. C'est lui le grand vainqueur du grand emprunt de Sarkozy, tout le monde a oublié. Donc ensuite, on a construit cet hôpital géant flambant neuf au cœur de Marseille pour être prêt en cas de pandémie. Donc si on est dans une logique hors Big Pharma et en faisant abstraction de tout complot, et si on est dans une logique pure, c'est Didier Raoult qui devait prendre la gestion de l'épidémie en France, puisque son hôpital flambant neuf avait été construit à cet effet avec de l'argent public. Donc ça, c'est un premier point très très important. Le deuxième point que je voulais souligner sur le programme vaccinal, qui est en fait un programme de passeport vaccinal, c'est que Heidi 2020, dont Pierre a brièvement parlé, quand on revient aux origines de ce projet, on tombe sur un Global Health Investment Fund. Excusez-moi pour l'accent en anglais, je ne suis pas très bon. Donc un fonds d'investissement mondial pour la santé. Or, ce fonds d'investissement mondial pour la santé devait être créé donc par JP Morgan et par la fondation Bill et Melinda Gates. Et qui étaient les intermédiaires à la création de ce projet? C'était Jeffrey Epstein et Larry Summers, donc qui est un des plus hauts cadres du mondialisme, qui a provoqué 3 millions de morts en Russie post-soviétique avec la thérapie de choc, qui est mouillé à mort dans l'affaire Epstein et qui aujourd'hui est à Paris dans le cadre du Conseil économique installé par Emmanuel Macron à l'Élysée. Larry Summers, retenez ce nom. Donc si vous voulez, tout ce programme-là est pensé, et là on trouve des traces en 2011. Donc si vous voulez, là on est dans le fameux méga-groupe, dont un des cadres, Bronfman, nous a bien expliqué qu'il voulait absolument rester discret pour ne pas apparaître comme le grand Sanhédrin. Vous voyez ? Donc si vous voulez, ce programme vaccinal mondial a été pensé de longue date, et je précise que Attali, et ça je l'ai écrit dans Faits et Documents, c'est sourcé et on y revient dans le documentaire qu'on est en train de finir de monter. Attali, pourquoi il sait tout à l'avance? C'est-à-dire qu'il joue au devin, au prophète. Comment fait-il pour savoir tout à l'avance? Et on retrouve un article de Haaretz, qui date du journal israélien Haaretz, qui date de 2005, sur une réunion donc justement du méga-groupe, c'est-à-dire le groupe des financeurs de Jeffrey Epstein, où un des représentants français, ils sont une vingtaine autour de la table, des gens comme Steven Spielberg ou d'autres gens que vous ne connaissez pas forcément, c'est-à-dire des rabbins, etc. Et le représentant français, c'est Jacques Attali. Donc Jacques Attali est le représentant en France du groupe des financeurs de Jeffrey Epstein, donc même groupe qui est à l'origine du programme vaccinal, et qui se cache derrière un think tank
Vous en retrouvez une trace sur Internet derrière un think tank de l'Agence juive pour Israël. Et donc vous retrouvez tous les membres de ce méga groupe dans ce think tank, et vous retrouvez un deuxième Français qui est Bernard-Henri Lévy. Et quand on voit ça, quand on étudie ça, l'affaire Epstein à fond, et qu'on voit qu'en fait les deux représentants en France de ce groupe-là sont Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy, on comprend énormément de choses. C'est-à-dire que depuis des années, on se dit, mais pourquoi ils sont là sur tous les sujets? Alors là, ils se sont partagés les rôles, il y en a un qui vend le vaccin, l'autre qui vend l'anti-masque par dandisme, etc. Mais ils sont bien incorporés au projet, et je pense que ça donne très largement une explication sur la surreprésentation communautaire du programme vaccinal. Oui, moi je voudrais faire une petite remarque avant de donner la parole à Pierre, c'est que sur la figure de Didier Raoult, moi j'ai quand même quelques doutes. D'abord parce que, comme j'ai dit ailleurs, il a validé quand même l'existence du virus, il a validé pour une grosse moitié l'existence de la pandémie, même s'il avait un discours rassuriste, il a quand même validé l'essentiel du narratif, et à mon avis, il a servi assez largement quand même de voie de garage. Après, il y a peut-être une raison pour laquelle il est si souvent attaqué, c'est qu'il est le plus grand spécialiste mondial du typhus. Voilà, je m'arrête là parce que la loi m'interdit d'aller plus avant. Mais c'est peut-être une manière de le rappeler à son devoir de réserve sur la question du typhus et des maladies infectieuses véhiculées par les parasites. Pierre ? Oui, alors pour accorder avec ce que disaient Alain et Xavier, je pense qu'une personnalité dont on ne parle pas assez, mais qui représente cette volonté communautaire et cette expérimentation médicale, c'est Alain Fischer. Alain Fischer, vous savez, c'est Monsieur Vaccin. Eh ben, Monsieur Vaccin, lui, c'est un spécialiste des thérapies géniques. Avons-nous le droit de modifier le génome de nos successeurs? La question, à mon avis, se pose sérieusement. Et le dernier point, c'est de faire de la thérapie génique qui ne soit plus de la thérapie, c'est-à-dire une modification génétique qui non plus cherche à réparer ou à compenser une maladie, mais à améliorer les performances humaines. Voilà, donc c'est pas seulement Monsieur Vaccin, hein, évidemment c'est un chantre de l'obligation vaccinale et depuis longtemps, mais il est spécialisé dans les thérapies géniques puisqu'il aime beaucoup apparemment les expérimentations. Hein, voilà, Donc je pense qu'il veut faire des expériences sur le peuple français. Le professeur Alain Fischer l'assure, la stratégie vaccinale du pays est loin d'être figée. Les nouveaux variants pourraient par exemple nous conduire à faire évoluer la stratégie. Peut-être un jour faudra-t-il vacciner les enfants. Alors Alain Fischer, en 2 mots, hein, c'est pareil, hein, il vient des réseaux de l'INSERM, il est lié à l'AP-HP, à l'Institut Pasteur, à la Fondation Rothschild, il y a tout quoi. Dans le Fischer, il y a absolument de tout. Et donc il a été mis à la tête d'un conseil vaccinal qui a été flanqué au cul de Véran, du pauvre Véran, qui lui, je pense, est complètement marqué et collé à la culotte. Alain Soral ? Oui, il y a un marqueur qui permet quand même à chaque fois de voir cette constante dans ce travail, je dirais, c'est qu'il y a toujours couplé une stratégie, on peut dire un complot, parce qu'il existe, de domination, qui est couplé avec un gros coup de pognon. C'est toujours les deux en même temps. Rappelez-vous le Silverstein avec le 11 septembre. Il y a 2 tours qui tombent. Il y en a même 3 avec 2 avions. Il touche 2 fois l'assurance. Il avait fait bien assurer avant en cas d'attaque terroriste par avion parce qu'il devait désamianter des tours qui étaient une ruine et qu'il a acheté quand même. Donc là, on voit que le type, on lui fait acheter des trucs qui sont la ruine si jamais il respecte les règles de désamiantage. Mais d'un seul coup, il fait la culbute parce qu'il a de la chance. Il y a eu 2 avions qui rentrent dedans et il a tellement de chance qu'il a pris 2 assurances et qu'il touche 2 fois le pognon. Chaque tour était couverte à hauteur de 3 150 millions d'euros. Considérer qu'il y a eu 2 attaques distinctes, cela revient à dire que la compagnie doit débourser 6 300 millions d'euros. Si Larry Silverstein réclame ces 6 300 millions d'euros, c'est qu'il estime avoir une obligation morale de reconstruire le World Trade Center. Donc le marqueur, si on regarde le sida, c'est pareil, c'est qu'il y a toujours un moyen de domination par une manipulation de type complotiste et en général avec une dimension de violence génocidaire qui nous rappelle beaucoup le Deutéronome et derrière en plus un énorme coup de pognon. C'est toujours les deux à la fois et moi j'ai remarqué que ça se vérifie systématiquement et que c'est la signature, je dirais. Hein, le réchauffement climatique avec l'escroquerie à la taxe carbone, et là vous verrez que sur le réchauffement climatique c'est pareil, c'est-à-dire que à toutes les étapes du plan, c'est vrai, il y a un projet global et à toutes les étapes vous palpez, vous prenez du pognon, des lits d'initiés, escroquerie, etc. Oui, pour les auditeurs qui veulent en savoir un petit peu plus, je rappelle que nous avons fait, dans le cadre de ERFM, qui est partenaire de cette émission, Le Grand Reset, une émission qui s'intitule Le réchauffement climatique anthropique, avec Camille Vert et Jérôme Alzan, qui en plus de ça est un auteur contre-culture. Donc vous pouvez aussi vous référer à cette émission et de manière plus générale, en fait, ce qui est publié aussi sur le sujet par la rédaction, puisque je sais que
Pierre garde un œil attentif sur toutes ces escroqueries. Rappelons, comme le disait Xavier, d'ailleurs, que c'est la plus grande escroquerie jamais réalisée. Enfin, je veux dire, c'était avant le Covid, évidemment. Et si on accepte d'autres événements dont on n'a pas le droit de parler. Je voudrais quand même dire un mot, puisqu'on en est à parler de santé, d'une nouvelle qui est tombée ces derniers jours, messieurs. C'est une vidéo où était intervenu le professeur Henrion Caude, qui s'est fait connaître entre autres dans le film Hold Up. Elle était en échange avec d'autres professionnels de santé, en particulier avec une épidémiologiste irlandaise du nom de Kyle, qui explique, avec ces mots un petit peu savants, les risques sanitaires impliqués par les vaccins, je mets ça entre guillemets, par les thérapies géniques à ARN messager, dans le cadre donc de la vaccination, en particulier donc Pfizer d'une part et Moderna de l'autre. Elle explique, pour faire très simple, que le risque est immense de voir des défaillances des systèmes immunitaires, et même plus que ça, des organismes, des personnes qui seront vaccinées par ce vaccin, entre guillemets, à ARN messager, puisque en réalité, le corps risque de riposter à la mise en présence d'un nouveau coronavirus, qui est quand même, ça peut être tout simplement la grippe annuelle, hein, la grippe auquel on a été habitué, l'année prochaine par exemple, hein, l'hiver prochain. Les gens qui auront été mis en présence d'un virus pourraient réagir par ce qu'on appelle un orage ou une cascade cytokinique. C'est-à-dire qu'en gros, le corps, voyant la présence du virus dans l'ensemble de l'organisme du fait de la pénétration dans les cellules du corps, la riposte serait excessive, si vous voulez. Elle viendrait saturer l'ensemble de l'organisme par une réponse immunitaire qui pourrait conduire à des décès par défaillance organique ou même par des septicémies. Et elle prévoit déjà la possibilité, l'éventualité, la probabilité que de tels décès arrivant en cascade seront appelés Covid-21. Si vous regardez au centre de ce paragraphe, la plupart des enfants qui ont reçu ce vaccin contre le VRS, des enfants qui avaient des problèmes de santé, la plupart des enfants ont souffert d'une maladie grave avec infection qui a entraîné une fréquence élevée d'hospitalisation. Et 2 enfants sur 35 sont morts. Et la conclusion qui en découle est que la maladie était due à la vaccination qui venait d'avoir lieu. Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'avec des vaccins à ARN, vous êtes vacciné pour le reste de votre vie. Il y aura beaucoup de décès comme les enfants de cette étude parce que vous êtes vaccinés. Et lorsque j'ai présenté cette étude en mai 2020, les gens ne faisaient peut-être pas le lien. Et ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il y ait des décès importants, disons en février, mars et avril de l'année prochaine et qu'on l'appelle Covid-19 ou Covid-21. C'est-à-dire que les gens mourraient du vaccin, mais on mettra évidemment ça sur une nouvelle variante du virus Covid-19. Alain Soral ? Tout ça nous rappelle l'histoire de l'AZT et des trithérapies, où en fait les gens croyaient se soigner du sida, déjà maladie qui est une construction qui n'a pas été vérifiée par les faits. Et ils prenaient un poison qui s'appelait l'AZT, qui d'ailleurs, il y avait des stocks énormes à fourguer qu'on n'arrivait pas à fourguer. Et en fait, c'était une telle attaque contre les cellules que dans un premier temps, il y avait une réaction effectivement de défense. Et donc les gens allaient un peu mieux, on disait ils vont un peu mieux. Et puis quelques mois après, c'était une telle destruction qu'ils mouraient. Tout ça, c'est accessible sur Internet. AZT destroys randomly bone marrow, kidneys, liver, intestines, muscle tissue, the brain, and central nervous system. Peter Duesberg claims AZT actually causes AIDS itself. AZT, yes, does directly causing AIDS defining diseases. You know, AIDS is a lot of things, but it doesn't cause Kaposi sarcoma, I think, but it does cause immunodeficiency. It was designed to do that. It was designed to kill human cells. In fact, the manufacturer says that specifically that it can cause AIDS-like diseases. Et en fait, on a aujourd'hui pratiquement la preuve que beaucoup de malades dits du sida sont morts en fait des trithérapies, de l'AZT, du je sais pas quoi, de l'interféron, du Tamiflu et de ces trucs-là. C'est pratiquement prouvé aujourd'hui. Et là, ce que tu nous décris, c'est à peu près la même chose. C'est qu'en fait, les gens ne sont pas vraiment malades, on leur donne un soin qui n'est pas nécessaire, et c'est ce soin-là qui les rend réellement malades. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu le même scénario des gens qui font des projections catastrophiques, qui en général sont des projections mathématiques, absolument pas basées sur des études de terrain. Hein, en général, c'est des mathématiciens qui vous disent on va avoir 50 millions de morts. Et puis après, à la fin, on en a 20 000. Et qu'est-ce qu'ils répondent ? Oui, mais on en a 20 000 seulement parce qu'on a fait le confinement, parce qu'on a fait le couvre-feu, parce qu'on a fait le masque, etc. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des inversions des faits et de causes. Hein. On est dans un monde, en fait, systématiquement inversé.
Et qui ressemble un peu d'ailleurs, si on a une vision un peu eschatologique, à un moment d'inversion de toutes les valeurs, qui est aussi un moment d'inversion de la chaîne causale, chaque fois qu'on prend un sujet en main. Hein. Xavier ? Oui, pour compléter sur l'AZT, c'est très intéressant la question du sida, et je voudrais pas que des homosexuels d'un certain âge se sentent visés par ce qu'on dit, parce que en vérité, quand on regarde dans la manipulation du sida, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont on a fait coïncider le combat des homosexuels avec la question du VIH-Sida. Et j'ai retrouvé, en m'y intéressant récemment, des communiqués de presse d'Act Up San Francisco qui étaient allés menacer de mort et cassés dans un gala, et qui étaient allés menacer de mort Anthony Fauci en le traitant de tueur, parce qu'il disait, Act Up San Francisco, disait à l'époque, on est en 1995, c'est l'AZT qui provoque l'état dans lequel on est, et non pas le VIH-Sida que vous ayez essayé de nous vendre avec l'AZT. Donc ça, c'est intéressant de rappeler ces éléments-là que beaucoup de gens ont oubliés aujourd'hui. D'ailleurs, sur le communautarisme gay, on n'est plus du tout sur le lien, parce qu'avant, c'était vraiment, si vous voulez, le sida, c'était la Shoah des gays. Vous voyez, il y avait une articulation comme ça. Et on voit bien que ça s'est fini depuis 2008, en vérité, avec les rapports de l'OMS, et tout ça est très bien raconté dans le documentaire House of Number. Et aujourd'hui, en fait, on a décalé le militantisme gay vers l'LGBT. Et le LGBT, en fait, c'est le transgender. Et donc, c'est de dire aux enfants, vous pouvez choisir votre sexualité. Et donc, en fait, c'est la sexualisation des enfants. Donc, on voit bien qu'on les a déplacés d'un combat Big Pharma sur un combat pédophile. Et là, je reviens, c'est pas une obsession, mais bon, quand on étudie l'affaire Epstein, on voit très bien les types qui sont systématiquement dans des conseils d'administration de lutte contre le sida et des organisations soi-disant de protection de l'enfance dans le tiers-monde. Pour compléter encore une fois, sur l'instrumentalisation des homosexuels par le Big Pharma via le VIH-Sida et l'articulation VIH-Sida, pareil, on retrouve derrière le groupe, soi-disant méga-groupe, donc le soi-disant grand sanhédrin de Samuel Bronfman, avec la famille, une famille particulièrement qui s'est intéressée à ce sujet-là, qui est la famille Tiche, qui est une famille complètement inconnue, donc on ne va pas détailler ça, peut-être qu'en post-production, pourra nous mettre un clip de cette famille que j'ai retrouvé et qui a été réalisé à l'occasion d'une de ces réunions de famille pour que les gens voient vraiment qui dirige le monde. Parce que ceux que vous voyez à la télé, si vous voulez, ce sont on est à N-3, vous voyez, c'est vraiment des larbins. Et en fait, ceux qui dirigent vraiment le monde, on vous les montre même pas parce qu'à côté, si vous voulez, Finkelkraut, c'est un beach boy, quoi, vous voyez, ils sont vraiment pas montrables. Donc voilà cette famille Tiche qui a financer intégralement l'articulation cause homosexuelle VIH-Sida. Inutile de dire qu'ils ne sont pas du tout homosexuels. Et c'est eux, par exemple, qui ont des intérêts dans le cinéma, qui ont réalisé American History X, qui est un film de diabolisation des Blancs. Enfin, vous voyez, on les retrouve dans l'état d'affaires, l'organisation des philanthropes juifs de New York, Israel Defense Force. Donc en fait, c'est qu'un des fromages, si vous voulez, parmi tant d'autres.